Au cœur du Moyen-Orient, l'Irak et sa capitale, Bagdad. Une cité gigantesque de 8 millions d'habitants qui se relève difficilement de 30 années de guerre et de terrorisme. Depuis un siècle, l'ambassade de France est située dans le quartier chiite de Qarada, au cœur de la capitale. En 18 ans, Bagdad a subi plus de 7000 attaques terroristes. L'emprise diplomatique française est une véritable forteresse. De tous les côtés, des fils barbelés, des caméras, et sur les toits, des postes de combat pouvant accueillir des tireurs d'élite. Ce matin, à l'ambassade, c'est le branle-bas de combat. Allez, Zop de Djé, on met le convoi en place. Des unités d'élite de la gendarmerie partent pour une mission hors norme. Un rendez-vous de l'ambassadeur qui va mobiliser un grand nombre de militaires. Ouais, là, on part sur un rendez-vous de l'ambassadeur et du numéro 3, là, sur un café en centre-ville de Bagdad. Donc là, on va partir un peu en précurseur pour aller prendre un peu la température du café, en attendant l'arrivée du convoi avec les diplomates. Un rendez-vous dans le centre-ville pour Manu et ses collègues, c'est une opération à risque. Il s'agit d'un milieu ouvert. Depuis 2017, plus de 200 personnes ont perdu la vie dans des attaques suicides. Première étape, s'assurer que le café est sécurisé. Manu doit détecter le moindre détail suspect. Les mouvements de véhicules, les véhicules qui vont passer à plusieurs reprises, les gens qui sont au téléphone, qui nous regardent avec insistance, etc. Et puis à l'intérieur, mon collègue s'assure de la sécurité à l'intérieur et travaille de la même façon sur les différents individus qui se trouvent dans le café. Après avoir analysé le terrain pendant de longues minutes, La cloche de Manu pour le CR sur l'ambiance au café, ça avait été bien pris. Manu a donné son feu vert. L'ambassadeur Bruno Aubert et Henri d'Aragon, le conseiller politique, peuvent se rendre à leur rendez-vous. Zop, copier, tout ça. Zop est le surnom du garde du corps personnel de l'ambassadeur. Pendant toute la mission, il ne le quittera pas un instant. Pour assurer la sécurité des diplomates, 3 militaires du GIGN complètent le dispositif. Dans 10 minutes, le convoi arrivera au point de rendez-vous. Mais au café où l'ambassadeur se rend, Manu a repéré une activité anormale. Des journalistes sont présents. On a des gens de la presse locale qui sont sur place. Apparemment, il y aurait des membres de la presse locale présents sur place. Ce serait le fruit du hasard. Oui, c'est ça. Coïncidence ou non, pour Zop, le garde du corps de l'ambassadeur, il s'agit d'un enjeu de sécurité. Pour nous, c'est toujours un risque potentiel. On se souvient tous du commandant Massoud et de son interview. C'est à prendre en compte. Tu es seul. En 2001, en Afghanistan, le commandant Massoud, qui combattait les talibans, avait été assassiné par un homme se faisant passer pour un journaliste. La menace n'est pas à prendre à la légère. L'ambassadeur a rendez-vous avec un ancien diplomate de l'UNESCO, une figure qui compte à Bagdad, Chawki Abdalamir. Vu de Paris, cette rencontre dans un café peut paraître banale. Faut rentrer. En réalité, cela fait 6 ans qu'un tel événement ne s'est pas produit. Mais la France tient à assurer sa présence au plus près de la population irakienne. On monte les escaliers, on arrive à l'étage. C'est toi qui t'es venu faire le reco ou l'équipe? Non, l'autre équipe. D'accord. Mais j'aurais demandé de prendre des photos. Excellent. Il vous reste 28 minutes. Ah putain, il faut faire vite. En limitant le temps de présence des diplomates sur place, le chef du dispositif évite qu'un ennemi potentiel puisse repérer les lieux et organise une attaque. L'homme que l'ambassadeur rencontre n'est pas seulement un ancien diplomate, c'est aussi un poète reconnu en Irak, un francophile convaincu. وأنت تخبئ وجها وتظهر وجها وتكتم نارا. Alors que toi, tu caches un visage
Shawki est conscient de l'importance de ce rendez-vous dans un lieu public. Pour Bagdad, c'est un moment historique, pas pour moi. Vu les relations, vu la profondeur historique, culturelle. Vous savez, la culture française ici, à Bagdad, est plus répandue que n'importe quelle autre culture. Malheureusement, un incident va écourter la rencontre. Un individu suspect vient de monter les escaliers avant de redescendre rapidement. Christophe du GIGN est sur ses gardes. Ouais, il y a un pack qui s'est monté, polo bleu. Il est de suite redescendu en regardant les autorités. Donc si tu peux le chouffer, s'il te plaît. Si cet homme a fait un repérage, il est une menace. Il pourrait organiser une agression. Manu le prend en filature. Mais très vite, l'individu disparaît au fin fond d'une ruelle. Les diplomates doivent quitter l'endroit. En moins d'une minute, le personnel diplomatique est évacué. La voiture de l'ambassadeur a été déplacée pour une sortie plus discrète. Ce jour-là, 8 gendarmes ont été mobilisés. À Bagdad, c'est le minimum pour permettre à la diplomatie française d'agir en toute sécurité. Les TEASS, c'est l'unité d'élite de la gendarmerie qui protège les diplomates en poste dans les zones les plus dangereuses de la planète. Des spécialistes de la sécurité rapprochée, capables de sauver une vie en sacrifiant la leur. Une centaine d'hommes triés sur le volet et qui travaillent dans le monde entier. La France compte le 3e réseau diplomatique de la planète. Elle est représentée dans 160 pays. Un réseau sur lequel pèsent de lourdes menaces. Diplomate peut être un métier à haut risque. Attentat à l'ambassade de France à Beyrouth, 11 morts, dont 6 employés de l'ambassade, une vingtaine de blessés. Ouagadougou est la cible d'attaques terroristes simultanées. Pendant plusieurs heures, des tirs à l'arme lourde et des explosions. Il est 10h15 ce matin. Un groupe d'assaillants armés tente de pénétrer dans l'ambassade de France. Représenter la France au Venezuela fait partie de ses missions difficiles. Au sommet de l'État, 2 hommes se déchirent pour le pouvoir. Le pays est au bord du chaos et de la guerre civile. Une guerre civile que la France veut éviter à tout prix. Un président dans une résidence diplomatique. Bonjour, comment allez-vous? À Bagdad, c'est la menace terroriste qui pèse sur les diplomates. La situation générale, la série d'attentats revendiqués par Daesh pourrait résulter tant d'une faille dans le dispositif sécuritaire irakien que d'une restructuration du réseau terroriste dans la capitale. Daesh n'a pas dit son dernier mot. Chaque sortie d'un diplomate est une véritable opération militaire. Pour faire partie de ces gendarmes d'élite, il faut réussir une sélection redoutable. Si je vois pas une gestion d'autorité, un dispositif tactique correct, eh ben ça va durer toute la nuit. Dimitri, ancien légionnaire d'origine russe, pense avoir le bon profil pour devenir TEASS. À partir du moment quand on accepte de crever, tout devient plus facile. Terminera-t-il le stage? Contact en delta! Possible! Immersion dans un monde dangereux et secret. Allez, c'est parti, c'est parti. Celui des gardes du corps de la République. Dans les Yvelines, en région parisienne, 12 gendarmes mobiles et un garde républicain ont rendez-vous avec les instructeurs du GIGN. 13 militaires qui veulent devenir TEASS, techniciens en escorte d'autorité et sécurisation de sites. Des gardes du corps des diplomates français en zone à risque. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, d'accord? Donc à partir de maintenant, le stage commence réellement, d'accord? Ce que l'on entend de vous, c'est de l'engagement, du dynamisme, de l'autonomie. Pour ceux qui réussiront, vous serez engagés, projetés sur des théâtres ou des pays où la situation sécuritaire est dégradée, voire très dégradée. Vous aurez en charge, dans vos futures missions, la vie d'un ambassadeur. C'est pas rien.
Pendant ce stage, les gendarmes vont devoir tout réapprendre, à commencer par le tir. Max est tireur d'élite au GIGN. Il leur enseigne une nouvelle technique. T'as toujours gardé l'œil droit ou pas? Les gendarmes ont appris à tirer avec un œil fermé. Une méthode inadaptée au métier de garde du corps. Concentre-toi déjà, prends avec ton œil fort, quitte à fermer l'autre au début, t'ouvres tranquillement, quand tu repères un petit peu le visuel, tu resserres, mais l'objectif c'est qu'il ne soit pas fermé. Les unités d'élite tirent les 2 yeux ouverts. Cela permet d'avoir une vision plus large de la menace. Donc là il faut effectivement qu'ils acceptent d'en partir à zéro comme si je n'avais jamais rien fait, pour qu'on puisse leur donner, on va dire, des solutions supplémentaires. Un des stagiaires a très vite compris les instructions qui lui ont été données. Je suis obligé de cligner l'œil pour réchauffer le... Mais c'est pas grave, c'est normal. C'est la première... d'accord? Oui, mais sinon c'est mieux. Ouais. Franchement, c'est mieux. Bon, on a au moins un pour qui c'est mieux. C'est bien. C'est vrai. Non, mais c'est bien. Voilà, 2 yeux ouverts, c'est mieux. Dimitri est un gendarme particulier. S'il réalise d'aussi bons tirs, c'est que son passé militaire est très différent de celui de ses camarades. J'étais à la Légion, donc je ne suis pas français à la base. Je suis arrivé, comme tous ceux qui sont à la Légion étrangère actuellement, je suis arrivé en recherche d'avis meilleurs et je l'ai trouvé. Mais voilà, c'est très bien et j'adore ce métier. Un gendarme mobile tire à l'entraînement une 40aine de cartouches par an. Une journée, on a tiré ce qu'on tire en 2-3 ans. Quoi. Pendant la formation, ils en utiliseront 25 fois plus. Indispensable pour atteindre le niveau exigé par Jojor, le chef de stage. On ne peut pas se permettre de mettre au profit de la protection de l'ambassadeur quelqu'un qui ne serait pas en mesure d'effectuer des tirs corrects. Si on voit que parmi eux, certains stagiaires ne progressent pas ou restent à leur niveau initial, et ça peut le sanctionner gravement. Sanctionner gravement signifie être éliminé. Chargez vos affaires, d'accord, si vous voulez. De ce groupe de 13 gendarmes, seuls 5 seront retenus à l'issue du stage. Une semaine plus tard, 4 stagiaires ont déjà été éliminés. La formation se poursuit dans l'Essonne, dans une base historique du GIGN. Un lieu d'entraînement où les bâtiments sont volontairement délabrés, sans eau ni électricité. Ironiquement, le lieu où les stagiaires tentent de trouver du repos est appelé le Sheraton, du nom des hôtels de luxe. Les conditions de vie y sont spartiates. Seul un militaire semble les apprécier, Dimitri, l'ancien légionnaire. J'adore la rusticité. On verra cette nuit, la rusticité. Mais ça, c'est pas mal. Ça va nous faire du bien de dormir un peu dans un bâtiment comme ça. Sans fenêtre, sans rien. À l'extérieur, la température est négative et le froid s'engouffre dans le bâtiment. Jérémy est garde républicain. D'ordinaire, il protège le Sénat ou l'Assemblée. Ce n'est pas la même vie. Le début du stage est éprouvant, mais il est motivé. J'ai envie de continuer, j'ai envie de réussir, donc voilà, on va mettre tous les moyens d'œuvre pour le faire, quoi. Mais c'est vrai que parfois, quand on dort peu, quand on a peu de temps, ouais, des fois ça pèse un peu sur le moral. Le manque de sommeil est l'une des contraintes imposées aux stagiaires. En mission, un garde du corps doit pouvoir résister à la fatigue. Depuis leur arrivée, chaque nuit, Jérémy et ses camarades dorment tout au plus 4 heures. Et cette nuit ne va pas faire exception. Rapidement, vous sortez de vos duvets, on a pas jusqu'à minuit. Allez les gars. Il te reste combien de minutes, Eman? 2. Voilà. Dépêche-toi. Donc tu vas faire ramasser tes camarades. Ça percute. Le garde républicain a pris une mauvaise habitude. Il y en a 7 dehors, il y en a 2 ici, là. Il est toujours l'un des derniers à être prêt. Et être en retard aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. 5, 4, 3, 2, 1. Cette nuit, l'instructeur c'est Ressortez! Ressortez, il en manque un!
C'est un ancien commando marine, un ancien des forces spéciales. Allez, rassemblez! Et quand on vous dit de faire quelque chose, soyez un peu plus réactif. Allez, 5 secondes, c'est parti! Les stagiaires doivent s'entasser dans cette camionnette. 4, 3, 2, 1! Et démontrer leur capacité d'organisation. Jérémy, le garde républicain, et ses camarades n'ont aucune idée de ce qui les attend. Tout a été très rapide. On a descendu, 5 secondes on est dans la voiture, on est parti, on ne sait pas du tout où on va. Donc concrètement, là, on va être parachuté à un endroit inconnu. À l'étranger, les gendarmes devront être capables d'exfiltrer un ambassadeur par tous les moyens, dans les pires conditions. On a joué une évacuation d'ambassade. L'équipe de Protec est partie rapidement sur un point. Ils ont contact avec un partisan qui va leur offrir un moyen d'évacuer le pays. Le seul moyen, c'est la rivière. Pour évacuer l'ambassadeur par la rivière, il faut protéger les équipements avec une technique apprise un peu plus tôt. 2 bouts de bois, un peu de ficelle et une toile évitent de tremper les sacs avec les munitions. Ce soir, la température de l'eau n'est que de 6 degrés. Dimitri a une lourde responsabilité. Derrière lui, une jeune recrue joue le rôle de l'ambassadeur à évacuer. Il doit veiller à sa sécurité en permanence. On voit la détermination, le leadership, on voit l'esprit d'équipe, on voit plein de choses. C'est hyper marquant parce qu'on revient dans son état animal. On sent qu'il y a plus de bruit, il se dépêche. On commence à avoir froid là. Après 40 minutes dans l'eau, certains gendarmes se sentent proches de l'hypothermie. C'est glacé. C'est le cas de Jérémy, le garde républicain. Ouais, c'est pas facile. J'ai chauffé mes jambes. J'ai l'impression que j'ai laissé mes jambes dedans. Même Dimitri, l'ex-légionnaire d'origine russe, semble perdre ses repères. Et notamment l'objectif de la mission, assurer la protection de l'ambassadeur. Une grave erreur que Ram, l'instructeur, a relevée. Est-ce que vous pouvez vous rappeler pour quel métier vous êtes venu là? C'est concerne des scores d'autorité et sécurisation des sites. Vous n'avez pas une autorité parmi vous? Si. Qui est-ce qui s'en est occupé? Personne. Dimitri et personne. Il était tout seul. Ouais. Tu le sentais derrière toi? Il était tout seul. Dimitri est parti là-bas prendre un appui, il était tout seul. Ça te fait chier qu'on parle? Ça te fait chier? Va te mettre dans l'eau là. Mets ta tête dans l'eau. Allez, dépêche-toi. Ça va, t'es réveillé? C'est normal qu'il soit tout seul dans l'eau? Allez, tous dans l'eau. La tête avec. Allez, remontez. Si je vois pas une gestion d'autorité, un dispositif tactique correct, eh ben ça va durer toute la nuit. Et arrêtez de subir là. Le jour J où ils vont se retrouver à 2-3 sur certains théâtres, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Et s'ils ne le font pas maintenant, ils ne le feront jamais. Ce soir, Dimitri n'est pas assez concentré. Il commet de grosses fautes qui pourraient lui coûter sa place. Après 1h40 dans l'eau, l'évacuation se termine. Les gendarmes ont retenu la leçon. Cette fois, ils protègent l'ambassadeur. En avant. C'est bon les gars, on se change. On défait les sacs, on se change.
Si une ambassade est attaquée, les TEASS ont moins de 5 minutes pour être équipés, prêts au combat. Une nouvelle fois, les instructeurs testent les stagiaires. C'est dur, ils sont gelés. Tu sais que t'as des mecs qui sont en train d'attendre, qui sont couchés par terre. Hein. Toi, t'es en train de nettoyer tes chaussures. Hein. Bougez-vous le cul. Pardon ? Bougez-vous le cul. Alors, dépêchez, là. On s'est refroidi, maintenant on va se réchauffer. C'est-à-dire ? On va rentrer en courant. On va se faire plaisir et se réchauffer. Donc, apparemment, il y en a certains ont pris bien leur temps, donc on va travailler. C'est bon, Pierre. Tous derrière moi! La méthode des instructeurs pour les réchauffer, c'est 18 km à pied. Les gendarmes rentreront à la caserne 3 heures plus tard. Bientôt, une épreuve éliminatoire les attend, le saut dans le vide au bout d'une corde. Si Dimitri et Jérémy réussissent toutes les épreuves de la sélection, peut-être viendront-ils un jour au Venezuela. À 8000 km de Paris, ce pays traverse une crise politique majeure. 2 hommes sont en guerre pour le pouvoir. D'un côté, le président officiel Nicolás Maduro, un socialiste proche du régime cubain. Face à lui, Juan Guaidó. En janvier 2019, après des élections qu'il considérait truquées, il s'est autoproclamé président du Venezuela. La France l'a reconnu comme président légitime. Mais sur place, le pays sombre dans le chaos, entre émeutes urbaines et tentatives de renversement du pouvoir. Si une solution n'est pas rapidement trouvée, le Venezuela pourrait basculer dans la guerre civile. Dans ce pays au bord de l'implosion, la France sait qu'elle a un rôle à jouer. Ce matin, dans ses appartements, Romain Nadal, ambassadeur de France, se prépare pour une visite de la plus haute importance. Il va rencontrer Juan Guaidó, l'homme que le régime veut abattre à tout prix. C'est une situation qui est difficile, qui est complexe, avec beaucoup de tensions, avec des risques de violence. Et la France, qui est membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est engagée avec les pays de l'Union européenne pour favoriser une solution négociée, un accord politique. L'accord politique recherché, c'est notamment l'organisation d'élections libres et démocratiques. Une idée rejetée par le pouvoir en place. Dans le dispositif de sécurité de l'ambassade, des gardes vénézuéliens. Raimundo est l'un d'entre eux. Pour lui, recevoir Juan Guaidó, c'est particulièrement risqué. Le risque, c'est ces gens du gouvernement qui passent dans le quartier sur leur moto et qui d'un coup lancent une grenade. Il y a aussi les bandes organisées. Il y en a de plus en plus parce que tout le monde essaie de voler. Les gens ne se sentent plus en sécurité. Bruno est un gendarme sorti du stage des TEASS il y a plus de 10 ans. Ce matin, avec 12 autres militaires, il va devoir gérer cette visite très délicate. Et là, ce matin, sur la manip, quand Johan arrive, on se cale, lui, il vous dit oui, on va voir avec comment ça se passe. Moi, ma position, c'est avec Raimé, je serai à l'entrée sur la porte de la résidence. Le reste, je laisse... Le régime en place veut éliminer la menace que représente Juan Guaidó. Nombre de ses soutiens ont été arrêtés. Lui-même a déjà fait l'objet d'intimidations. Ça demande beaucoup de précision, ce genre de... Ouais, de la précision, surtout là c'est sensible ce matin, donc de la discrétion, de la précision et de la réactivité de la part des personnels, voilà. Histoire de ne pas faire temporiser dehors, on fait rentrer, on fait le check à l'intérieur. Ensuite, il y a un VL qui va se garer ici, exact, et les motos dans le garage. Le tout, c'est que tu vois, à la limite, si toi, tu es présent là, que j'ai Johan de l'autre côté en visuel aussi, comme ça, on n'a pas besoin de se chercher, on est à vue, c'est beaucoup plus fluide. Pas de problème, ça marche. D'après la Convention de Vienne, le territoire d'une ambassade est inviolable. Dès que Juan Guaidó sera dans l'enceinte française, il sera placé sous la protection des gendarmes et de la France. Une énorme responsabilité. Les 4 façades de la résidence ont été découpées en 4 zones de surveillance,
Alpha, Bravo, Charlie et Delta. C'est une opération militaire avec ses codes et ses exigences. Vas-y. Ok, c'est bien positionné. Quelques minutes avant l'arrivée de Juan Guaidó, la tension devient palpable. À tous les échos de Johan, un petit point de situation. Il faut contrôler les axes extérieurs. Ouais, à tous les échos de Fred, axe clair. Et être prêt à réagir à toute agression. Pour la France, Juan Guaidó est le président légitime. Inchangé pour aider. L'ambassadeur va l'accueillir comme un chef d'État. Un président dans une résidence diplomatique. Bonjour, comment allez-vous? En plus de la crise politique, le pays traverse une crise économique et humanitaire. D'après l'ONU, 4 millions de personnes ont quitté le Venezuela en 4 ans. La France est un leader en Europe, c'est une voie très importante. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés et nous sommes devenus le pays avec le flux de migrants le plus important au monde, selon un rapport de 2018. Parmi les raisons de la fuite des Vénézuéliens, il y a la pénurie alimentaire et l'augmentation des prix des produits de consommation, notamment à cause de l'inflation. Selon la Banque centrale vénézuélienne, elle a atteint les 130 000% en 2018. Juan Guaidó espère que la France apportera son soutien à l'organisation d'élections libres. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous consacrer du temps. Je sais que votre temps est précieux et compté, dans un contexte très particulier, très difficile, très compliqué. Très compliqué. Nous avons un ordre du jour pour cette réunion. Nous allons d'abord faire un petit bilan de la situation actuelle. Il faut agir vite pour trouver une solution. Nous sommes dans un contexte très difficile. Et c'est pour cela que nous avons annoncé cette semaine que la situation pouvait passer d'une urgence humanitaire à une catastrophe humanitaire. Le déjeuner de travail va durer 2 heures, à l'abri des regards. Bruno est habilité confidentiel défense. Néanmoins, l'usage veut que la sécurité rapprochée se tienne à distance de ce type de conversation. Les questions qui sont abordées ne me concernent en aucun point. Ils sont dans une salle qui est sécurisée, tenue sur les extérieurs. Voilà, il y a des temps où on n'a plus notre place et là, en l'occurrence, la résidence de France, les questions qui sont abordées restent en interne sur les partis en présence. Malgré le soutien de la France et de l'Europe, malgré quantité de rencontres et de propositions, à ce jour, le Venezuela continue de s'enfoncer dans la crise. Juan Guaidó n'est toujours pas le président officiel du Venezuela. La crise que traverse le pays a de lourdes conséquences. La misère a entraîné une explosion des heurts. En 2018, le Venezuela a reçu un sinistre trophée. Il est devenu le pays le plus violent au monde. Contrairement à Bagdad, pas de djihadistes ou d'attentats terroristes, mais un taux record de meurtres. Toutes les heures, 2 personnes meurent de manière violente. Guillaume est le collègue de Bruno. Cela fait 7 ans qu'il était EASS. Il complète le dispositif de protection de l'ambassadeur. Les bureaux de Romain Nadal ne sont situés qu'à 2,5 km de sa résidence. Mais chaque matin, vous allez bien ? L'ambassadeur doit faire ce parcours en voiture blindée. Une obligation à laquelle le diplomate ne peut échapper. J'aimerais bien pouvoir me déplacer plus à pied ou avec des moyens de transport plus écologiques, par exemple le vélo. J'adorerais ça. Mais la sécurité ici impose que nous soyons dans des véhicules blindés, protégés, accompagnés par des officiers de sécurité. C'est l'environnement sécuritaire de Caracas et du Venezuela qui nous l'impose. En 2019, au Venezuela, le taux d'homicide était de 6 meurtres pour 10 000 habitants.
Pour accéder à ces bureaux, l'ambassadeur dispose d'un ascenseur personnel, sécurisé. L'étage du diplomate n'est accessible qu'à un personnel limité. Bonjour Yann. Bonjour ambassadeur. Ça va? Ouais. Une fois dans l'enceinte diplomatique, il est en totale sûreté. Pas moins de 30 caméras assurent la surveillance des lieux, y compris des caméras longue distance permettant des observations à plusieurs kilomètres. Donc voilà, vous voyez que cette caméra, on peut surveiller vraiment, notamment lorsqu'il y a des manifestations, des choses comme ça, la venue de manifestants dans l'ambassade. Là, vous voyez, c'est la rue principale de l'ambassade. Lorsqu'on doit se déplacer aussi, savoir où est-ce qu'il y a des points de blocage dans la ville, du moins aux abords. Malgré ces équipements sophistiqués, au Venezuela, personne n'est à l'abri, notamment d'un enlèvement. En 2015, à moins de 200 mètres de l'ambassade, un gendarme français s'est fait enlever en plein jour. Ça, c'est le gendarme qui arrive. Donc, vous voyez, c'est une zone, il y a un peu de monde, hein, il est 7h45 du matin, et il se gare à côté d'un véhicule, le petit véhicule rouge qui est à côté, qui est garé déjà depuis un petit moment. Et là, vous voyez les gens qui sortent. Au moment où lui il sort, c'était pas un véhicule blindé. C'est vraiment de l'opportunisme. Il s'est garé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'était pas ciblé. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'enlèvement express. Le gendarme qui a été enlevé avait 38 ans. Comme dans le pire scénario d'un film hollywoodien, ce jour-là, il a frôlé la mort. Il s'est retrouvé au milieu, avec une personne de chaque côté, une arme d'un côté, une arme sur la tête de l'autre côté. Et donc, ils ont commencé à discuter en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Et au bout d'un moment, en fait, ils se sont arrêtés. Ils l'ont fait descendre. Ils l'ont fait mettre les mains sur les yeux. Ils l'ont fait avancer. Il a senti des branches sur lui. Donc il s'est dit, tiens, on me mène dans un bois, c'est quand même pas un bon signe. Et là, ils l'ont dit de se mettre à genoux, de garder les mains sur la tête et d'attendre. Donc là, j'imagine qu'il a eu la peur de sa vie. À ce moment-là, il a dû se dire, bon, bah là, voilà, c'est fini. Et finalement, en fait, il a attendu. Il a plus entendu de bruit autour de lui. Il a enlevé les mains et il s'est rendu compte qu'il était tout seul. En fait, il l'avait laissé dans un bois. C'est passé assez près pour lui. C'est passé assez près. Le militaire enlevé n'a dû sa survie qu'à son passeport diplomatique. Pour les ravisseurs, c'était une prise de risque trop importante. Dans son malheur, ce gendarme a eu beaucoup de chance. Au Venezuela, de nombreuses personnes enlevées sont exécutées. Malgré les tensions, la France veut montrer qu'elle est présente auprès des Vénézuéliens. Et cela passe par des événements culturels. L'ambassadeur va inaugurer dans 1 heure plusieurs jours d'animation et de fêtes, faisant la promotion de la France. Pour Bruno, l'un des 2 gardes du corps de l'ambassadeur, c'est un casse-tête. Là, on est sur un milieu ouvert, place publique, en plein cœur de Caracas. Une population donc variée, différents niveaux, différentes classes sociales. Donc voilà, là, il faut être vigilant. Là. Concrètement, là aujourd'hui, on va être très vigilant sur ce qui se passe. Voilà. Gros volume. Bruno et Guillaume ne sont que 2 pour assurer la protection de l'ambassadeur. Contrairement à ce qui se passerait à Paris, il n'y a aucun policier sur place. Ce sont des gardes privés qui s'occupent de la sécurité du public. Bruno a besoin de faire une mise au point avec eux. Je suis avec l'ambassadeur. Donc toi et toi, vous ne venez pas trop proche. On a des façons de travailler en tant que TESS, donc des schémas qu'on connaît. On se connaît aussi au sein de l'équipe, donc on a besoin de rester dans notre bulle de sécurité avec notre autorité sans avoir d'éléments extérieurs. En l'occurrence, là, c'est une société privée de sécurité. Ça part d'un bon sentiment, ils veulent aider, mais il ne faut pas qu'ils rentrent dans notre bulle. Voilà. Pour Romain Nadal, cette manifestation est culturelle, mais aussi très politique. La France veut témoigner de son attachement aux droits de l'homme dans un pays qui souffre d'une dérive autoritaire. Selon Guillaume, la principale difficulté à gérer, c'est l'ambassadeur lui-même. Romain Nadal a le contact facile. En Amérique latine, les relations sont généralement chaleureuses. Monsieur l'ambassadeur, c'est une rockstar ici. Je suis quelqu'un de modeste, hein. Je n'ai pas la grosse tête. Non, mais vous êtes très actif, vous avez contact avec les gens, vous avez confiance.
C'est sans doute pour ça qu'au ministère, on a jugé que c'était pertinent de me nommer en Amérique latine. Probablement parce que c'est mon caractère, parce que je parle l'espagnol et que je me sens en profonde harmonie avec la société vénézuélienne. Grâce à la vigilance des 2 gendarmes, durant 3 jours, il n'y aura aucun incident. Romain Nadal a pu continuer à être au plus proche des Vénézuéliens et à porter la voix de la France, en toute sécurité. En région parisienne, la formation des TEASS continue. Parmi les épreuves historiques du GIGN, il y a le saut dans le vide. Un saut qui révèle les caractères et qui permet d'évaluer la gestion du stress chez les candidats. On est capable de s'engager pour la vie, pour quelqu'un. Pour sauver la vie d'un otage ou celle de l'ambassadeur, on doit être capable de faire un petit saut dans le vide. L'épreuve du saut est éliminatoire. Jérémy, le garde républicain, appréhende l'exercice. La seule fois où il est monté sur un pont pour un saut, ça s'est mal passé. Quand j'étais jeune, je voulais faire un saut à l'élastique et une fois en arrivé en haut, je me suis tétanisé et finalement je ne l'ai pas fait. Donc on verra si j'ai mûri avec le temps pour aujourd'hui. La peur du vide, voilà, ça bloque le mec et on peut rien faire. Jeter dans le vide, c'est pas quelque chose de naturel, quoi. On est crispé et tout. Même si, après, ça se passe dans la tête. Tout est dans la tête, c'est comme le froid. Tu leur demandes Face au vide, Dimitri a une philosophie très personnelle. Un héritage de son passé de légionnaire. À partir du moment quand on accepte de crever, de mourir, tout devient plus facile. Quand tu veux, tu vas chercher loin, tu poses fort sur tes jambes. Oh, il m'a fait un saut, lui. Hein? Il a fait un beau saut, hein? Ce saut n'est pas un traditionnel saut à l'élastique. Il s'effectue avec une corde raide. Le choc à la réception est assez violent. C'est maintenant au tour de Jérémy. Va-t-il vaincre sa peur du vide? Tu te redresses sur tes jambes et tu sautes quand je te le dis. Redresse-toi. Deuxième tension. Après 3 semaines de stage, pour le garde républicain, c'est l'heure de vérité. C'est quand tu veux. J'espère. Là, je suis bloqué. Allez, tu te ressaisis là. Hein, t'es venu pour chercher une qualif. T'es prêt à aller sauver la vie de quelqu'un. Donc, si t'es prêt à aller sauver la vie de quelqu'un, t'es prêt à faire un saut de 20 mètres accroché à une corde. C'est là qui paye. Allez, prends sur toi. Tu veux descendre? Descends. Malgré les encouragements de ses instructeurs, Jérémy n'a pas réussi à surmonter sa peur. Pour moi, c'est un échec. Hein. Je le prends mal pour moi. Je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Je suis vachement déçu de moi, quoi. Il se fait arrêter par un petit saut qui n'a rien d'exceptionnel. Mais bon, après, la vie est faite de choix. Qu'est-ce que ce sera quand il sera confronté à lui-même dans une situation de crise, à devoir protéger la vie de l'ambassadeur, peut-être donner sa vie. Donc voilà. La sanction, il se sanctionne tout seul, hein, il sait très bien ce qu'il a fait. Ouais. 1 heure plus tard, Jérémy a été convoqué. Pour le seul garde républicain du groupe, l'aventure est terminée. Je souhaite à tous de finir au moins le stage dans de bonnes conditions et puis de décrocher la qualif à la fin, quoi. Voilà. Merci, mec. Merci de rien. En 3 semaines, le groupe a quasiment été réduit de moitié. Ils ne sont plus que 7 stagiaires à pouvoir prétendre à la qualification. En 2011, à Bagdad, le convoi de l'ambassade de France a été touché par l'explosion d'une bombe. Ce jour-là, la voiture blindée a résisté et aucun des 4 gardes à bord n'a été blessé. Ce scénario catastrophe, c'est le cauchemar d'un garde du corps.
pour eux, c'est le pire des scénarios. Ils sont en véhicule, ils sont isolés, ils ne peuvent pas prendre appui sur leur ambassade, sur leur résidence, sur rien finalement. Ils se retrouvent encerclés, donc leur chance objectivement de survie, elle est quasi infime. Mais s'ils tentent rien, ils sont sûrs d'y rester. Survivre et sauver l'ambassadeur dans une embuscade, une mission d'une rare complexité. Aujourd'hui, l'exercice se fait à balles réelles. Dans la voiture Bordeaux, l'ambassadeur et ses gardes du corps. Un guet-apens est simulé. Dans la voiture suiveuse, les renforts avec Dimitri, l'ancien légionnaire. Est-ce qu'il y a des blessés, des blessés? Leur mission, appuyer l'équipe de l'ambassadeur. Grâce à la puissance de feu, le diplomate est exfiltré. Intensification du feu! Les futurs gardes du corps vont répéter le scénario tout l'après-midi. Mais lors du dernier exercice, un incident très grave va se produire. En voulant couvrir ses camarades et l'ambassadeur, Dimitri franchit la ligne de feu d'un gendarme qui tire à balles réelles. Il enfreint toutes les consignes qu'il a reçues. Il est dans ce que les militaires appellent l'effet tunnel. Il a perdu pied avec la réalité. Non. Vas-y! À une seconde près, Dimitri perdait la vie. Il semble complètement dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé, nous? Je tirais. Je répète, pour l'épaule, on attend le compte rendu de la FU. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tiré. Allez, c'est un 50. T'as pas commis d'erreur? Hein? T'as pas commis d'erreur? Si, sur la sécurité. C'est une erreur grave. Dimitri vient de mettre sa vie en danger. En opération extérieure, c'est le groupe tout entier qui aurait été menacé. Bon alors, si je te demande un truc et que toi tu estimes que de ton point de vue tu peux faire autre chose, à un moment donné quand tu seras dans une équipe, il y a peut-être des choses, effectivement des consignes qui te seront données par tes chefs ou par la situation, et toi sur place tu te diras que c'est pas adapté, mais c'est pas à toi de prendre l'initiative de transgresser les consignes. Parce que si pour toi il n'y a pas de danger, moi je te dis il y a un danger. C'est sur le coup, là bien sûr je me rends compte, c'était sur le coup là-bas. Ouais, tu t'en rends compte et là on en parle là. Mais après moi je te dis, ce que tu viens de faire là, pour toi ça peut être définitif. Ça peut être rédhibitoire. Toi, encore plus qu'un autre, tu as une expérience militaire derrière toi. Oui. On est d'accord? Oui. Bon. Alors qu'à un moment donné... Dimitri ne restera pas. Cette faute, cumulée avec d'autres, entraîne son exclusion du stage. Et l'ancien légionnaire n'estime pas devoir se remettre en question. Ma manière d'être, c'est ma manière d'être. On ne peut pas la changer. Et j'ai pas 18 ans pour qu'on me la change. Moi, je suis comme ça. Et donc, du coup, si ça ne convient pas au travail pour lequel je postule, ça ne convient pas. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour ça. Dimitri semblait être le meilleur des candidats. Rustique, endurant, un passé militaire héroïque, il avait la conviction de pouvoir gagner sa place dans la sécurité rapprochée. Mais les qualités demandées au TEASS sont plus subtiles. Esprit d'équipe, gestion du stress, analyse du terrain. Cette unité ne cherche pas des gros bras, mais des militaires fiables en toutes circonstances. Sur une sélection de 13 gendarmes, seuls 5 ont été retenus. Mathias, 32 ans, est l'un d'entre eux. Félicitations. C'est génial. 6 semaines, j'ai toujours voulu faire ça. Je raccroche les sélections, le stage. 6 semaines, c'est fini. On va bientôt rentrer à la maison et avec le brevet en plus. Bon, que demande le peuple? Mathias n'aura guère le temps de profiter des retrouvailles avec son épouse et ses enfants. 6 semaines plus tard, il est envoyé au Moyen-Orient, en Irak. De la théorie, Mathias passe à la réalité du terrain. Ce matin, le jeune militaire part en mission. Après quelques semaines d'accalmie, la tension est montée d'un cran à Bagdad.
Il y a des infos qui disent ici, des infos qui disent là, des infos qui disent que non, il ne s'est rien passé. Le renseignement militaire a communiqué des informations particulièrement inquiétantes. Des cellules dormantes de Daesh préparent des attentats. Donc je vous rappelle la situation générale. La série d'attentats revendiqués par Daesh pourrait résulter tant d'une faille dans le dispositif sécuritaire irakien que d'une restructuration du réseau terroriste dans la capitale. Des renseignements en date du 19 juin, soit 5 jours avant l'attaque de la mosquée Hussein, faisaient état de mouvements d'un groupe de Daesh sur Bagdad afin de mener des attaques suicides. Donc la probabilité d'un attentat ou d'une attaque sur un convoi français ou sur une emprise française est extrêmement importante. Avez-vous des questions? Ok, c'est parti. En très peu de temps, Mathias a gagné la confiance de ses camarades, à tel point qu'il assure toutes les missions. Aujourd'hui, il sera même le garde du corps principal. Là, aujourd'hui, je suis épaule. Donc, je vais être l'interlocuteur privilégié du VIP et l'accompagner dans ses rendez-vous. Le but, c'est d'être au plus près de lui, de le protéger, tout simplement, et puis de pouvoir aussi rendre compte à mes camarades de l'évolution de la situation, de la position à laquelle on se trouve à l'intérieur du bâtiment, et voilà, de les informer de tout ce qui peut leur être utile. Avant de quitter l'emprise diplomatique, chaque véhicule est minutieusement inspecté. Et systématiquement, avant de monter à bord des véhicules, on check le châssis dans un premier temps et ensuite les ouvertures pour s'assurer que les véhicules n'aient pas été piégés. Pour ça, vous êtes à l'intérieur de l'ambassade? On est à l'intérieur de l'ambassade, sauf que là on est sur le parking, c'est tenu par des sécurités irakiennes. Donc comme on dit chez nous, la confiance n'exclut pas le contrôle. La mission du jour est particulière. Les militaires vont faire du transport de fonds. 100 000 $ les attendent à la banque. La comptable doit payer les factures. À Bagdad, tout se règle en cash. Pour assurer la sécurité du convoi, les gendarmes disposent d'une carte maîtresse. Un drone. Un outil qui permet de réaliser des surveillances de tout premier plan, notamment des axes routiers. À chaque sortie, Dola effectue un repérage. Là, on vérifie les différents axes autour de l'ambassade pour permettre de renseigner l'équipe, le convoi qui va partir sur d'éventuels bouchons, axes bloqués. Le fait d'être bloqué dans des bouchons peut engendrer le risque qu'on connaît de véhicules piégés et du coup se trouver à proximité de ces véhicules-là. Et tout convoi qui est stoppé est une cible favorable pour l'ennemi. Ouais, transmets de là. Ouais, donc sortie Hercule clair, axe Sadoun fluide. Mathias a reçu le feu vert. Il peut accompagner la comptable en chef pour la mission banque. Le convoi se rend dans la zone verte de Bagdad. Il s'agit d'une zone ultra sécurisée, créée en 2003. On y trouve la majorité des ambassades et un grand nombre de banques. Une zone sécurisée, certes, mais qui n'est pas à l'abri du danger. 2 mois plus tôt, un tir de roquette a visé l'ambassade des États-Unis. À chaque fois que tu sors, il faut être parano. Voilà. C'est pas parce qu'on va en zone verte que je vais être plus relâche. Le pire, évidemment, c'est être prise à partie ou de se trouver au milieu d'un incident tel qu'un attentat, mais il y a d'autres dangers concernant l'autorité. Hein, un malaise, un accident, voilà. Cette sortie, pour Patricia, c'est une des rares distractions de la semaine. Le personnel diplomatique vit confiné et la comptable en chef ne peut observer la ville qu'au travers des vitres blindées. On ne peut pas l'apprécier. Enfin, parce qu'on n'est pas dedans, on n'est pas dans la ville, on est vraiment à part. C'est un poste particulier, Bagdad. On a eu le droit une fois à une visite très accompagnée du musée.
On nous a un petit peu... En 3 ans, c'est la seule sortie un peu touristique. Et encore, c'était hyper bien cadré. Malheureusement pour Patricia, les mesures de protection ne sont pas prêtes de changer. La situation reste tendue à Bagdad. À chaque checkpoint, Mathias doit montrer patte blanche. Le drapeau de la France fait office de sésame. Je sors un drapeau. L'ambassade française. Et ce qui nous permet, avec d'autres documents aussi, de passer les checks sans pour autant être arrêté, etc. Et je le laisse pas sur le tableau de bord parce qu'on essaie de se faire le plus discret possible. Arrivée à la banque, Patricia n'aura guère le temps de flâner. Tout juste fera-t-elle un aller-retour qui ne lui prendra que quelques minutes. Et une demi-heure plus tard, de retour à l'ambassade, les 100 000 $ prennent la direction du coffre. Ils serviront à payer les salaires et les factures. Pendant les 12 semaines de son mandat, Mathias va réaliser un nombre de sorties impressionnant. En 60 jours, il en a déjà comptabilisé près de 150. Autant d'heures éloignées de sa famille et de ses petites filles, Nena 2 ans et Mina qui a fêté ses 4 ans en son absence. Vous dites bonjour à papa? D'accord. Et vous avez été... T'as passé une bonne nuit? Ouais, j'ai passé une bonne nuit, ouais. Oui, j'ai passé une bonne nuit, ouais. Bon, ça va? Ouais, ça va. Elles vont à la sieste après? Déjà, on va manger, après on va faire un petit tour en bas pour faire des bulles et après ils iront à la sieste tranquillement. D'accord. Ok. C'est important de leur parler. Ouais. Oui, on a la chance d'avoir Internet, déjà, tu vois. Et puis, tu restes en contact. Les enfants, ça grandit tellement vite, au moins, tu vois, tu vis ça par procuration. Mais bon, ouais, ça fait du bien, forcément. Et si ma femme assurait pas, je pourrais pas faire ça non plus. Voilà. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Dans les jardins de l'ambassade, un bar a été aménagé avec les moyens du bord. Une fois par mois, Mathias et ses collègues partagent un moment avec les civils. Une tradition instaurée par Bruno Aubert, l'ambassadeur qui veut les remercier pour leur engagement. Les gars sont vraiment formidables, dévoués, efficaces et permettent ça aussi, d'avoir une espèce de tranquillité d'esprit par rapport au risque. Mais on vit ensemble, je crois que ça se passe bien. Alors peut-être que moi, on me met à l'abri de certaines tensions, mais j'ai pas l'impression. Et pour autant que je comprenne, depuis que je suis là, depuis 2 ans, ça s'est bien passé. Ouais. Bilan? C'est passé vite. Hein. Intense, intéressant. Combien vous dites? 6 mois. C'était 2 fois 3. Oui, 2 fois 3. 2 fois 3, ouais. Tous les militaires ne sont pas présents. Certains montent la garde. Mais la majorité des gendarmes mobiles qui assurent la protection de l'ambassade ont tenu à être là. C'est leur dernière soirée à Bagdad. Leur chef veut marquer le coup. Monsieur l'ambassadeur, Capitaine. mesdames, messieurs, nous ne voulons pas quitter l'Irak sans vous offrir un petit souvenir qui marquera le passage de l'escadron 24-6 d'Antibes dans ce beau pays d'Irak et surtout au sein de cette belle ambassade. Donc nous vous remettons ce petit souvenir de l'escadron 24-6. Cher capitaine, merci beaucoup. Alors, j'ai quelques scrupules parce que d'une certaine manière, c'est moi qui devrais vous faire un cadeau. Et soyez assurés en tout cas de ma gratitude. Merci. Pour le dévouement, la présence, l'efficacité, la discipline. Et puis, bon vent à ceux qui s'en vont et qui ne reviendront pas à Bagdad. À bientôt à ceux qui s'en vont et qui reviendront. Et puis, au plaisir de rester ensemble pour tous les autres. Hein. Le lendemain matin, avec le peloton d'Antibes, 4 collègues de Mathias rentrent à la maison. Leur mission de 3 mois est terminée.
Merci d'avoir pris avec le sourire cette fois. On s'habitue à leur présence, on s'y attache. Beaucoup reviennent, donc ça c'est le côté sympa. Et du coup, avec certains, on sait qu'on se recroisera, peut-être ailleurs à l'étranger ou en France. Ouais, ça fait toujours un pincement au cœur avant de partir, mais après, c'est pour mieux retrouver nos proches et se recroiser plus tard. Un petit cœur qui bat. On a tous un cœur sous cette belle armature de pierre, quoi. Franck reviendra peut-être à Bagdad. Pour améliorer la connaissance du terrain, chaque TEASS effectue systématiquement 2 mandats dans le même pays. C'est nous aujourd'hui les VIP, c'est à nous de se faire escorter. Grâce à l'action de ces gendarmes, la diplomatie française peut œuvrer partout dans le monde, même au cœur des zones à risque.